Autoportrait. Là, vous voyez, je travaille beaucoup d'après-modèle. Hein. Vous remarquez toujours chez moi le... Il ne me suffit pas de donner des formes de pinceaux aux mains, il faut que je rajoute les pinceaux en plus. Hein. Hein? Parce que Vandit est beaucoup plus fin que moi, il suffit de faire les mains. Moi, il y a toujours... Mais ça, c'est très lié à la culture juive. Dans la culture juive, si vous lisez les textes juifs, et notamment les textes du Pentateuque, ils doublent les choses. Souvent, quelque chose est exprimé et redit. Voilà, c'est une figure de style. Là, l'histoire dont je vous ai parlé, la Révolution. Donc moi, j'ai essayé de peindre la Révolution islamique comme je la vivais enfant. Donc quand je vivais enfant, il faut imaginer que je viens dans un monde iranien qui quitte comme ça la Révolution, tout ça. On me racontait que c'était des Martiens pour moi, Carter et Giscard, qui avaient manipulé tout ça avec les droits de l'homme et ça. Ce qu'on entend sur Internet aujourd'hui toute la journée. On appelait ça les théories du complot. Moi, j'écoutais ça toute la journée gamin, quoi. C'était quelque chose que, voilà. D'une certaine manière, c'est un truc que j'ai avalé petit. J'ai pris mes distances avec ça, mais c'était une matière dans laquelle je baignais, quoi. Donc voilà. À gauche, une petite référence qui pour moi est extrêmement importante. Il s'agit du chat et de la reine. Voilà. Je les ai peints avec la technique. Alors, j'ai oublié de vous dire ça. Quand j'étais adolescent, j'étais dans une classe scientifique. Et je voulais faire de la peinture. Mon père n'était pas tout à fait d'accord. Il m'a envoyé chez un ami à lui qui était un peintre iranien. Alors c'était un peintre très intéressant parce que au 19e siècle, il y a le Shah Qajar de l'époque qui vient en France. Il écrit un journal. Et il se balade au Louvre. Et il raconte, les bonhommes sortent des tableaux. Il est frappé par la tridimensionnalité des tableaux, qui est aussi une de mes obsessions dans la peinture, la tridimensionnalité. Il retourne en Iran et il envoie son peintre de miniature qui s'appelle Kamal El-Mour, qui, je crois, veut dire merveille de l'univers ou un truc dans ce style-là. Donc il fait venir la merveille de l'univers, qui vient et lui dit merveille de l'univers, tu vas aller à Paris, tu vas apprendre à peindre comme les autres. Je pense que la merveille de l'univers voulait lui en coller une, mais il ne pouvait pas. Donc il a été à Paris et il a été dans l'atelier de Fantin-Latour. Vous connaissez certains d'entre vous, Fantin-Latour. Celui qui a peint Baudelaire, les poètes, et puis aussi une peinture avec beaucoup de peintres autour de Delacroix. Il est rentré en Iran, il a fondé une école. L'élève de ce Fantin-Latour, ça a été ce maître Benhomme qui m'a appris à peindre. Qui m'expliquait pour le sein des femmes, il faut mettre du rouge géranium. Voilà. Et il a fait des tableaux sur la guerre Iran-Irak. Il détestait la guerre. Il a fui, longtemps après la Révolution. Il a commencé à peindre en France avec un style, c'était Fantin-Latour, bollywoodisé. Il faisait des affiches de cinéma dans les années 60. Et ce gars-là fait ces prophètes qui mangent des grappes de raisin, qui boivent du vin, les fleurs. Enfin, c'était... Faut imaginer pour le public niçois cynique de l'époque, ils se sont foutus de sa gueule, franchement, quoi. Voilà. Lui, il ne comprenait pas. Mon père a trouvé ça intéressant, il m'a envoyé chez lui. Voilà. Et la manière dont j'ai essayé de peindre ces personnages-là, c'était en hommage à ce qu'il m'avait appris quand j'étais adolescent. Voilà. Ça, c'est une photo de moi quand j'étais petit. L'esthétique Star Wars, c'est parce que quand je suis rentré d'Iran, j'ai vu La Guerre des Étoiles, l'épisode 4, 1, enfin voilà. Un Cap 3000 qui était un centre commercial complètement futuriste. Voilà. Donc c'est vraiment la forme dans laquelle j'habitais. Au centre, mon frère avait la tumeur, mon frère qui était malade un an avant avait la tumeur qui grandissait et il allait mourir. Donc il y a toujours les deux espaces chez moi. Ici, cette ligne-là, c'est la ligne de séparation des hommes et des femmes dans le défilé. Donc la maladie de mon frère, l'après-Dürer, le chevalier, la mort et le diable. Une petite histoire amusante ici. Vous voyez la dent qui est ici en bas, qui est quand même sacrément étrange.
Après la mort de mon frère, il y avait son ami infirmier qui est venu, il a vu ça, il a dit je peux pas regarder ce truc là, c'est trop violent. Et je lui ai dit, c'était un ami à mon frère, un peu le monde populaire, niçois, il s'appelait Bijou avec mon frère et tout ça, c'était vraiment des potes qui allaient faire du vélo et tout ça, en pantacourt, enfin etc. Un type adorable. Et je lui ai dit, mais à ton avis, toi qui es infirmier et tout ça, pourquoi il y a toutes ces dents correctes et il y a cette dent horrible, bizarre là, etc. Et il me dit, bah ça c'est normal, ils ont enlevé les autres parce que celle-là, c'est une dent définitive. Voilà. Ça m'a intéressé vu ce que venait de vivre mon frère. Ça c'est son fils dans cette période-là, j'avais essayé de peindre Dieu. J'ai débaptisé le tableau par la suite. Et tous ces tableaux-là, maintenant, vous voyez les masques? C'est pendant que je peignais ces tableaux sur la mort de mon frère, il m'avait donné un livre de masques africains. Et en fait, ces masques africains, au lieu d'essayer de les recopier ou autre chose, ou de les travailler dans leur forme, j'ai essayé de les vivre. Voilà. Et je me protégeais avec ça. Attitude profondément gnostique d'ailleurs, pour le coup. Mais sincère. Voilà. Quelques mois après la mort, un clown sur une chaise électrique. C'est le premier clown, ouais. D'après un maquillage que portait Michael Youn dans un film. Voilà. J'ai vu mon frère mourir. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai eu cette grâce de pouvoir voir quelqu'un mourir, je ne l'ai pas demandé. J'ai été frappé par le fait qu'un événement comme celui-là vous dépasse et vous impose à être présent à la présence, comme on dit. Voilà. Et il était impossible pour moi d'avoir le recul nécessaire pour rire. Voilà. J'étais pris dans l'événement qui était devant moi. Voilà. Et je pense que ce tableau-là, il y a quelque chose qui est du rire et des cendres, en fait, d'une certaine manière, et une manière d'avoir digéré ce moment-là. Voilà. C'est avec le masque, avec l'auréole, là. Je pense que c'est un des tableaux qui, pour moi, tient. C'est aussi 2 mètres par 2 mètres 50. Je n'avais pas du tout pensé à Guantanamo, aux prisonniers, tout ça, on va parler de ça. Avec l'habit orange. Voilà un triptyque, très pop, où là il commence à y avoir des traces de moralisme. Ça, c'était l'adolescent qui a envie d'aller voir un truc de porno sur le internet et qui essaye de lutter pour pas y aller. On est vraiment dans le puritanisme américain, des fois ça m'arrive. Voilà le démon, qui est le chanteur des Prodigy, en l'occurrence. C'est tout petit tableau, ça. Florence, ma femme, en Albator. C'est un personnage peut-être que vous connaissez de nos dessins animés de l'enfance. Ce tableau-là, je l'ai fait en Corée. Je crois que c'est le tableau le plus incompréhensible pour moi-même que j'ai fait. On sent bien d'ailleurs que je ne comprends rien à ce qui m'arrive ce qui arrive autour de moi. C'est beaucoup un inventaire quand on regarde comme ça de loin. Ouais, mais il y a un langage incompréhensible pour moi. Je ne sais pas du tout ce que j'ai vécu là-bas. Quand je vous parlais de violence, etc., là on est vraiment là-dedans, quoi. Il y avait un épuisement, quoi. Ça veut dire que je cherchais en fait constamment cette énergie dans la destruction, en fait, dans quelque chose qui pourrait être un choc, quelque chose, etc. Et là, on arrive au bout de cette problématique-là, parce que vous allez voir petit à petit, il va y avoir un tournant, en fait.
Voilà la naissance de mon fils. Je trouve qu'il y a un côté Ranxerox. Ouais. Ouais. Là, j'avalais énormément de ce qu'on appelle les Mad Movies. Je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres. C'est des magazines de films d'horreur. Tous les mois, j'avais mon Mad Movies. Z et B au maximum. Quoi. Hein? Ouais. Film B au maximum. Film B au maximum. Vraiment, il y avait de la matière, etc. Alors, ce qui a commencé à m'inquiéter, c'est que au bout d'un moment, j'ai regardé, je me dis putain, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. En fait, j'étais complètement émoussé, en fait. Ça veut dire que je réagissais plus. Voilà. J'avais tellement, en fait, avalé les images qu'elles me... J'avais plus d'incidence sur moi, en fait. Alors, entre ces deux-là, entre ça et ça, pourtant il semble y avoir une continuité, il y a un choc très très violent, en fait, chez moi. Un choc très très violent, qui a été le tournant de ma peinture, en fait. Passons à la conversion religieuse, etc., parce que c'est une problématique dont je vais parler, mais dans la mesure où elle concerne aussi la peinture. Voilà. Il y a une phrase de Simone Weil, donc la philosophe dans La pesanteur et la grâce, qui dit « Le vrai Dieu transforme la violence en souffrance, et le faux Dieu transforme la souffrance en violence. » Voilà. Et cette phrase-là, ça a été un choc pour moi, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ensemble de la peinture, l'ensemble des espaces imaginaires que j'ai fabriqués dans ma peinture, sont venus en moi, en fait. C'est-à-dire que toutes ces souffrances, tout d'un coup, je les ai, on pourrait dire avec un terme aujourd'hui que je déteste, ont impacté en moi. Voilà. Paf, j'ai pris ça dans la figure, quoi. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'on m'avait expliqué aux Beaux-Arts de Paris que moi, le tableau, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la forme, c'est un truc, c'est un jeu, voilà. Toi, ce que tu vis, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Voilà. Tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout le cas chez moi. En fait, l'un a fondu dans l'autre. Ça a été un geste. C'est à partir de ce moment-là, à mon avis, que je suis sorti d'une certaine manière, d'une certaine contemporanéité, ou d'un monde de l'art contemporain, que je regarde de l'extérieur maintenant, d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, je suis sorti de la périphérie, quoi. Je suis en banlieue, quoi. À Saint-Denis, Versailles, Montreuil, voilà. Je suis sorti de la ceinture, voilà. Et c'est cette phrase-là qui m'a projeté à l'extérieur, en fait. Et à partir de là, en fait, ça a été une perte totale de mes capacités. Parce qu'en fait, je m'étais constitué, en fait, par ces jeux de puissance qui venaient d'utilisation de ces formes-là. À partir du moment où chaque forme de violence que je proposais avait une incidence sur mon corps, je ne pouvais plus peindre ce que je voulais. Voilà. Celui-ci, il est calqué sur un tableau de Bacon, hein, au niveau de la... C'est vraiment exactement la composition. Hein. J'ai gagné le prix Marin avec celui-là, mais ils ne l'ont pas mis dans le magasin. Voilà. Et le moment, en fait, de ce qu'on pourrait appeler de cette conversion, de ce retournement, il y a quelque chose qui apparaît comme très violent dans la peinture. Saint-Michel, avec un autoportrait ici. Voilà. Vous voyez la lutte entre ces deux espaces-là, hein? Il y a vraiment une tension entre deux espaces en moi. Ça veut dire que là, la violence, elle me fait mal. C'est la différence. Et il commence à y avoir autre chose.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le cœur et dans le corps de la peinture qui appelle vers un autre espace. Voilà. C'est trop tard. C'est comme quand on tombe amoureux, on ne peut plus faire autrement. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure de gnosticisme, là du coup pour moi la connaissance, ce ne sera pas du tout une connaissance ésotérique, ce sera le connaître dans le sens de connaître l'autre tout en restant soi-même. Être l'autre tout en étant soi-même. Voilà. Et du coup c'est l'altérité qui s'ouvre. Ça veut dire que les personnes humaines ne sont plus des éléments de peinture. Voilà. Je connais, ça vient du latin cum, c'est naître avec. Ah bah voilà. Ouais. Voilà. En fait, c'est qu'on renaît avec. D'ailleurs, par rapport à tout ça, tout ce que je dis, en fait, c'est pas une manière de chercher à convaincre. C'est pas du tout de l'apologétique de ce point de vue-là. C'est plus d'essayer de clarifier, en fait, ce que moi je vais pouvoir vivre. Mais ça veut pas dire qu'il faut penser comme moi, d'une certaine manière. Ça, on est bien. La question de la connaissance commune, personnelle. Pour moi, il y a quelque chose vraiment aussi de l'origine dans l'homme. Il commence à un moment. Ouais. Ouais. C'est vraiment un point de départ. C'est-à-dire que ce qui est vraiment de toujours, c'est dans le divin. Voilà. Ce qui nous différencie. J'ai aussi un prosélytisme quelconque qui est uniquement dans la peinture, je dirais. C'est possible qu'il y ait ça, oui. Oui. Mais même pas, là, pour le coup, possible, pas une sorte de grosse volonté comme ça, d'évangéliser ou quoi que ce soit, mais de projeter, quoi. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est tellement là que du coup ne pas en parler, ça devient un peu compliqué au bout d'un moment. Quoi. Ça devient un truc à éviter les plots tout le temps. Donc du coup je laisse tomber ça. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'espace de la prière pour le coup. Voilà. Elle est folle cette peinture. Elle est grande déjà. Ouais, assez grande. Vous voyez le personnage tout à l'heure, Saint-Michel, avec la tête coupée, etc. D'un coup, il commence à vivre par son corps. Et il y a un tableau qui suit, en fait un dessin que j'ai perdu, où il y a en fait des esprits qui sortent du corps, en fait. Voilà. Comme si quelque chose qui l'habitait, qui le quitte. Et là, on voit apparaître de plus en plus clairement un personnage qui va apparaître de plus en plus longtemps que vous connaissez. Voilà. Ça, c'est d'après le film de Zeffirelli qui m'a marqué quand j'étais enfant. Qui a été écrit par le scénario, qui était commandé par Paul VI, d'après un scénario de Burgess, celui qui a écrit Orange Mécanique. C'est marrant ça. Ouais. Mais Paul VI l'a commandé directement à Burgess ou il a lancé une espèce d'appel d'offres? Ça, je sais pas. Faudrait regarder. Parce que c'est plutôt après Orange Mécanique. Ouais, mais Orange Mécanique, c'est Kubrick qui l'a détourné en fait. C'est ce qu'il faisait souvent. Lu, hein. Ouais, je me ouais. souviens, j'ai lu un tout petit peu, je me souviens qu'il y avait beaucoup de mots, une espèce de slavicisme bizarre dans le bouquin. Ouais, il y a des mots comme ça. Mais chez Burgess, il y a vraiment une critique de la violence dans son livre, qui est liée en fait à sa femme qui avait été violentée, torturée, etc. Chez Kubrick, c'est plus ambigu. Hein, mais il fait souvent ça. Avec Kubrick, ils se sont fâchés pour ça. C'est qu'il détourne toujours. Je pense que ça aussi, c'est un tableau relativement important. C'est un tableau qui va marquer en fait ce qui reste quand la violence est enlevée. Ça veut dire que quand j'ai retiré l'espace, le voile de la violence, dessous m'est apparue cette tristesse en fait. C'est qu'en fait l'hurlement, la violence, et ça cachait en fait une espèce de tristesse absolue en fait, qui commençait à apparaître dans mon travail. Voilà. Ça c'est fait avec des morceaux de corps de personnes différentes et c'est à Teufelsberg. C'est un mont qui a été construit avec les matériaux de la guerre à Berlin. Vous voyez le stade olympique nazi ici. C'est celui de Leni Riefenstahl, le stade? Celui de Albert Speer. Oui, c'est celui de... Où elle a filmé, ouais. Elle a filmé, ouais. Donc vous voyez aussi que la peinture change. Hein. Elle est beaucoup plus définie. Ça, c'est encore un concept de Simone Weil, hein, des créations, pour parler de l'affaire de la connaissance et de la relation à l'autre, etc. En fait, le personnage,
si vous voulez, l'objet de la violence, c'est-à-dire le fusil, en fait, est dématérialisé par la prise de conscience qu'en fait, il y a un espace commun qui est vécu entre la main et le visage. En fait, on est programmé à se méfier de cette main qui est tendue, quoi. Et ici, tout d'un coup, il y a une prise de conscience de quelque chose en commun. C'est ce que Simone Weil appelle le concept de décréation. Le mal qui était à détruire commence à disparaître, en fait. Et c'est la convalescence. Toutes les figures mythologiques se christianisent. Là, on a une figure orphique qui est une position chrétienne. Une piéta. Rapidement, c'est un enfant que j'ai vu se faire opérer. Voilà. Et là, ça a été les premiers symptômes de la souffrance. Parce qu'à l'heure actuelle, la peinture est devenue un lieu où je souffre terriblement corporellement, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de formes qui s'interdisent à moi. Voilà. Et ici, en fait, le fait de peindre cet enfant, je ne savais pas si je pouvais le faire ou pas. Voilà. Là, c'est l'expo chez Eva Auber, il y a 6-7 ans, c'est ça ? Voilà. Et dans ce cas, c'est d'après des photos prises au moment de l'opération, ouais. Le Christ au tombeau du début. Il est très ressuscité chez toi. Ouais. Est-ce qu'il faut que je couvre la nudité ? C'est un questionnement. Je ne suis pas encore devenu un intégriste musulman. Pareil, on pourrait parler assez longtemps. Voilà, par exemple, là, vous voyez la révélation trinitaire dans l'ombre. Et ce qui était ici un clown, ça veut dire justement un clown qui a une lumière au-dessus, donc un espace de la connaissance, devient un espace de relation avec le divin, avec les tuyaux. Ici, l'espace du sang a le pansement, donc il y a la blessure, ainsi de suite. Donc il y a le marque, le Fils, la puissance, le Père. Voilà. Ainsi de suite. C'est des tableaux qui ont vraiment toute cette densité-là, voilà. Il y a toujours les jeux de référence aussi, ça veut dire il va y avoir vraiment l'angelot, l'ange, pour le coup c'est Gabriel dont on parlait tout à l'heure. Qui a un côté aussi peinture de moto, Harley Davidson, etc. Marie a carrément un côté peinture de témoins de Jéhovah, etc. etc. Il y a toutes sortes de jeux joués avec toutes ces références-là. Vous imaginez d'ailleurs que quand je montre ça à l'église, ils sont extrêmement terrifiés, parce qu'ils ont une grande peur d'être ringards. Une grande peur d'être ringards. C'est-à-dire pour eux, en fait, le but du jeu, ce sera un tableau abstrait dans une architecture romane, quoi. Ils sont à peu près là-dedans pour toujours. Donc du coup, dès que ça se décale, il y a une inquiétude terrifiante chez eux. Voilà. Je les comprends. Là, surtout, ça devient vraiment limite. Voilà. Et c'est fait avec extrêmement de sérieux à chaque fois. Voilà. Ça, c'est d'après un tableau de Thomas Blackshear. C'est donc moi, en l'occurrence, autoportrait avec le clou et le marteau, porté par le Christ. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire après Philippe de Champagne ? Si on fait de la peinture, si on peint des piétas, des Christ en gloire, c'est compliqué, Après Champagne ? Ouais. Bah surtout après beaucoup. Je pense que c'est pas une question de comparaison là-dessus. Sinon on aurait arrêté depuis Fra Angelico déjà. Tu m'étonnes. Regarde là, j'avais par exemple pas conscience que les têtes des moines avaient été coupées. Moi, j'ai essayé de répondre au tableau des apôtres. Vous savez, avec les différents trucs. Vous voyez bien le rapport avec ça. Il y a aussi le visage qui apparaît dans le pain ici. Et ça, c'est vraiment des choses qui me traversent. Et le mur qui commence à ressembler à de la peau aussi. Est-ce que tu sens leur présence quand tu peins, Axel ? Vraiment. Là, j'ai même senti les blagues entre eux. Celui du milieu qui raconte une connerie, etc. Il y a un machin comme ça. Il y a de la connivence, quoi. Ouais. C'est un tableau qui m'a fait beaucoup de bien, celui-là. Par exemple. Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Pierre Vivante. C'était un bouquin de catéchisme que j'avais gamin, que je détestais. Notre cochon d'Inde qui est mort l'année dernière dans le panier ici. Là c'était parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire des peintures religieuses au niveau du compte en banque c'est passé très très vite à 0. Donc du coup j'ai représenté l'artiste mendiant avec son petit panier qui demande des sous, etc. Je trouvais ça drôle. Le Christ ressuscité. Voilà. Ça aussi il me semble que c'est un tableau important. Parce que l'espace de la mélancolie, hein, vous voyez, il commence à avoir quelque chose qui naît à l'intérieur. C'est un tableau qui est encore extrêmement malade, mais il y a quelque chose d'une vie qui commence à apparaître dedans. Je pense qu'encore une fois, au niveau de la forme, on a parlé tout à l'heure, on pourra, si vous voulez, en parler après, pour ceux qui veulent me demander, pour des questions techniques, voilà. Parce qu'il faut que vous le sachiez, 80% de tout ça, c'est aussi beaucoup de technique. Hein. On pense beaucoup à des problématiques techniques, tous les peintres qui sont ici le savent. Hein. Donc voilà, ça je ne vais pas vous raconter pour chacun, parce que, etc. Voilà. Mais là, il me semble qu'au niveau des densités, des techniques, etc., j'avais trouvé quelque chose qui tenait à peu près. Voilà. Parce que ce sont des mondes de peinture très différents que j'avais réussi à assembler de manière harmonique. Harmonieuse plutôt. Là, c'était le marchand de lunettes de soleil bulgare qui est revenu. Voilà. C'est un des tableaux les plus étranges que j'ai fait. J'étais moi-même un peu étonné. Voilà. Là, vous allez voir que petit à petit, ça va se dissoudre complètement. La forme va complètement éclater. Paul Queux, par exemple, ici. Vous voyez, de nouveau, il y a une tentation vers la dissolution du corps dans le cosmos dont je parlais tout à l'heure. Ça résiste quasiment plus. Si ce n'est tout d'un coup, dans le monde complètement détruit, l'incarnation, l'enfant qui apparaît. Et à partir de là, c'est un écho à Bacon avec son pape. Là, c'est un pape plus tranquille, quoi, qui est assis. Un peu bedonnant, un peu pape François, un peu tranquille, quoi. Mais qui fait chier quand même, mais voilà. Voilà, et la figure réapparaît. Et après ça, ici exactement, j'ai un ami qui se suicide, un ami très cher, et à partir de là, j'étais détruit intérieurement. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai pu continuer à les peindre à l'atelier. Sauf que j'étais incapable de penser la peinture. Je ne pouvais peindre qu'entre guillemets, de manière entre guillemets réaliste, avec une espèce de continuité entre certains gestes, certaines couches, certaines couleurs, certaines matières. Il y a quelque chose qui s'est réunifié, et en fait ça c'était à peu près il y a 3 ans, et vous allez voir que depuis, il n'y a quasiment plus de mouvement en fait. Ça progresse à partir d'un point central. Donc là, en fait, je m'occupe plus de savoir ce que je vais devenir, si mon travail a intérêt ou pas, si je vais avoir une reconnaissance ou pas. Je peins en fait ce que j'ai envie de peindre, voilà. Comme j'ai envie de le faire. Vous voyez les visages, maintenant ils sont reconstitués. C'est petit ça. Comme le bouquin. Voilà. Ça. Plus petit, plus petit. C'est petit encore. C'est des voisins, des amis. Je commence à peindre tous les gens qui m'entourent du coup. Ça c'est Florence. Rapidement la figure du clown dans ma mythologie. On dit que clown, ça vient du mot cloud, ça veut dire mode de terre. Voilà. Chez moi, ça reprend un peu la figure adamique, le glaiseux, le fait de terre. Voilà. Et chez moi, le clown est la métaphore de l'homme.
Et donc le fait qu'aujourd'hui on est absolument infesté de ce qu'on appelle des clowns méchants et compagnie, c'est parce qu'on est terrorisé par l'homme. On a peur de l'homme, on est méfiant au possible. Donc dès qu'on voit un clown, il est forcément méchant, etc. Donc en fait, on est résistant à la confiance au maximum. Voilà. J'essaye de réhabiliter le clown. Voilà. Ça va être difficile. C'est Oui, oui. C'est violent. C'est très difficile. Et du coup, ça vient nous questionner nous-mêmes. Hein. Celui-là est mi-homme, mi-clown. Hein. Déjà dans la réalité. Ouais. Voilà, un très très grand tableau avec ma fille dans mes bras. Cette fois-ci, la naissance s'est mieux passée. Ou le cheval du Jeanne d'Arc. Le cheval du Jeanne d'Arc. Hein. Vous voyez ici d'ailleurs dans l'espace là, entre guillemets le triangle, d'accord, ici, l'espace de l'œil central, souvent dans les représentations divines du 18e et compagnie, est décentré. L'œil descend en fait ici et touche le sol. C'est l'incarnation. C'est le divin qui touche le sol et qui devient sang. Voilà. Il y en a plein des comme ça. Hein. Voilà, j'en dis quelques-uns, mais il y en a une quantité énorme toujours. Hein. Est-ce que c'est important de les connaître ou pas? Je crois qu'on peut ressentir que dans le tableau, il y a quand même un calme, même si c'est pas complètement réalisé. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai compris que là, ce sont une série de tableaux où j'ai commencé à mettre les regards vers nous. Et chaque spectateur m'a donné son avis sur qui il est. Il nous veut du mal, il est gentil, il est ci, il est ça. Les gens se projettent eux-mêmes dans le visage et sont sûrs que leur regard, par exemple le gars de Télérama avait dit « il croit plus en nous ». Chacun projetait en fait son regard dedans et était certain du bon regard. Et donc j'ai compris qu'en fait dès que le regard se retourne, c'est la question de l'icône, je crois qu'on commence à retoucher au deuxième tableau que je vous avais montré au tout début. Voilà. C'est toujours au fond la même histoire qui continue. C'est quelque chose qui va venir me questionner en fait. Donc là vous voyez bien que ça fait référence à Noël. La mangeoire ici, le placenta, Joseph, écoute Israël, la révélation. C'est une réponse à Despagna. Ça ne s'appelle pas le réel voilé, ça s'appelle le réel dévoilé. Voilà. Avec le vendredi saint ici et le tissu noir. C'est absolument pas des symboles que moi j'ai agencés, hein, ils étaient là. Hein. J'ai juste peint ce qu'il y avait. Je les ai juste investis avec mon regard. Hein. Mais tous les objets étaient exactement comme ça. C'est une photo qui n'est pas du tout de mise en scène là. C'était, il reste plus que 2 tableaux après. C'était la fille d'un ami qui se baladait, qui est venu qui se baladait dans Berlin avec cet habit de Noël et qui s'est installé un jour à la maison comme ça, et qui a pris le bébé, qui n'a pas bougé pendant je ne sais pas combien de temps. Il se trouve que j'avais la lampe de chantier avec le filtre vert que j'avais utilisé pour le tableau où Florence est enceinte. J'ai par contre allumé la lumière verte, ça oui. Pour le reste, j'ai pris la photo comme c'était. Et j'ai peint. Donc l'asile de la grâce, ça c'est un tableau qui est d'après Watteau. Ouais, tous compris. Avec évidemment toute une problématique qui est liée aux gestes religieux. Thomas, Pietà, etc., qui viennent prendre la place des personnages de la Commedia dell'arte chez Watteau. Est-ce que c'est un fou dans un asile de fous? Est-ce que c'est un médecin? C'est quelqu'un que je connais, on m'a dit qu'il ressemble à Georges Clooney, c'est un hasard. Je sais pas. Voilà. Et donc ça c'est le tout dernier tableau que j'ai fait. Voilà. Qui est un tableau qui s'appelle Métanoïa.
Alors, il y a évidemment énormément de choses à raconter sur ce tableau-là. Je vous en ferai grâce, parce que là, maintenant, vous m'avez beaucoup écouté. Pour terminer, par rapport à l'espace gnostique dont on parlait tout à l'heure, chez Plotin, il y a ce qu'on appelle la procession descendante. Et la procession descendante, d'une certaine manière, porte la lumière de la connaissance. Ici, à la place de la lumière de la connaissance, c'est le livre qui porte un corps crucifié et ressuscité. C'est une référence à un tableau de Rembrandt qui s'appelle La leçon d'anatomie. Dans le tableau de Rembrandt, le corps est tourné dans l'autre sens et il est séparé du corps sachant qu'il le présente aux autres. C'est l'espace cartésien. Il y a chez moi une grande lutte contre la pensée cartésienne qui pour moi a séparé l'esprit et le corps et nous oblige soit à être des pures pensées, soit à hurler avec un micro sans savoir ce qu'on fait, mais d'une certaine manière nous a séparés en tant qu'être purement intellectuel ou purement émotif, en fait, d'une certaine manière. Et là, ici, j'essaie de réunifier ce corps. Ce qu'il y a d'amusant quand même, c'est que Rembrandt avait fait ce tableau-là, d'après deux tableaux, un tableau de Brouwer, avec un type bourré par terre, et un tableau de Rubens avec le Christ à qui on montre le denier. Rendez à César ce qui est à César, vous connaissez cette histoire-là. Voilà. Donc c'est une manière pour moi, et vous l'aurez compris, qu'en fait, dans toute cette gestualité en fait, de relation avec la peinture ancienne, je la vois maintenant comme se dressant verticalement face à moi. Je ne suis plus dans une problématique en fait de progression dans l'histoire de l'art. Je combats l'histoire de l'art d'une certaine manière, clairement, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec la direction qu'elle veut prendre. Voilà. Donc le livre, qui est d'ailleurs un livre de Vézal, qui est retourné en bas dans le livre de Rembrandt, probablement un livre de connaissances, vous regarderez, ici aussi porte ce sens-là. Pour finir... Si, mais moi, j'ai une question. Ouais. Ils sont dans quel endroit? Alors, le dernier mot que j'aimerais vous donner, c'est le mot mystère. C'est un mystère, voilà. Et tout mon travail est lié au mystère. Et dans ma mécanique, le mystère, tu vois, ça s'oppose à l'énigme. L'énigme, c'est un roman policier, tu vois les films policiers, les choses comme ça. Quand tu regardes un film policier, à la fin, tu as la solution. C'est je sais pas qui a tué le colonel Moutarde, a tué avec la clé, machin. Et une fois que tu as la solution de ton livre, tu peux plus le relire parce que tu sais. C'est trop tard, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, hein, avec la pensée cartésienne. Enfin, on a trouvé. Et le mystère, c'est que quand tu as la solution, c'est encore plus mystérieux. C'est encore plus compliqué derrière. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans une tombe que ça se passe et qu'elle ressuscite. Je ne sais pas si elle s'est sentie mal et qu'on lui a apporté de l'eau. Je ne sais pas si les deux personnages qui ont une autre luminosité, tu vois, celui qui lui donne la barre et celui qui écrit, sont peut-être les chérubins, et c'est peut-être une forme d'arbre de vie qui vient se représenter. C'est toi qui porte un espèce de livre. Et c'est moi qui représente le livre. Ouais. Voilà. Et ce que j'aimerais dire pour terminer tout ça, dans un livre de Dostoïevski qui s'appelle Les Possédés, il y a un personnage qui est très engagé dans l'anarchie, etc., qui est très excité avec d'autres pour changer la situation. Sa femme est enceinte, et pendant quelques temps, il abandonne toute son histoire pour aller au chevet de sa femme qui va donner vie à un enfant. Et il y a une sage-femme là. Quand l'enfant arrive, il oublie tout, il est émerveillé par la vie. Et la sage-femme regarde, elle dit « Je ne comprends pas comment on peut être émerveillé devant un tas de molécules. » Voilà ma lutte. L'être humain est un mystère, pas un tas de molécules. Voilà. Merci, Axel.